Bonjour Monsieur Salomon, je suis très heureux de vous recevoir au sein de mon podcast Voix de la Finance. Alors pour vous présenter brièvement, vous êtes CEO France de Barclays, mais aussi Co-Head of Markets Barclays Europe. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont vos missions au quotidien? D'accord, donc comme vous le disiez, je suis le CEO de Barclays en France. Ça veut dire que je suis le représentant légal de la banque. Ça veut dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, me rapporte et je dois m'assurer que tout fonctionne bien dans la banque pour Barclays en France. Ça, c'est la première chose. C'est aussi moi qui ai l'interface avec les différents régulateurs qu'on peut avoir en France et en Europe. Et alors, l'autre côté, c'est évidemment Co-Head of Markets, pour Barclays Europe, où en fait, je suis le co-responsable de toutes les activités de marché pour Barclays Europe. On a des activités de marché, je vais aller de l'ouest vers l'est, donc à Dublin, à Paris, à Francfort et aussi à Milan et à Madrid. Le gros de la bagarre étant quand même à Paris. Et là, on parle à tous les clients de markets en Europe. Okay. Quand je dis Europe continentale, ça inclut l'Irlande, qui n'est pas vraiment continentale, mais presque. Et donc, ça veut dire c'est des activités de trading, de distribution, de structuration, et voilà. Très bien. Alors, j'avais quelques questions à vous poser, et on va d'abord commencer par des questions sur la macroéconomie et la géopolitique. Donc, on le voit en ce moment depuis quelques années, il y a énormément de bouleversements géopolitiques. Et j'avais une question, finalement, quel impact ça a sur la stratégie de Barclays en France? Alors, je suis pas sûr que alors, ça a évidemment un impact qui est important sur Barclays en France, mais je dirais sur Barclays globalement au niveau du groupe. Je crois que ce qui est assez notable, c'est que je dirais que le plus gros des challenges qu'on ait, c'est le nombre de challenges en fait. Okay. S'il y en avait qu'un, je dis pas que ça serait facile, mais en tout cas on saurait gérer ça. Et si on observe juste ces dernières années, on a quand même une guerre aux portes de l'Europe. On a un grand pays qui est sous sanctions. On a, il y a de ça 10 ans, l'inflation, on nous expliquait qu'il fallait réécrire les livres de macroéconomie, qu'il n'y aurait plus jamais d'inflation. On l'a vu passer à 2 chiffres et elle a du mal à baisser. Je pense que dans l'histoire des banques centrales, je ne sais pas si on a déjà remonté aussi vite les taux d'intérêt. Il y a 3 ans, les taux d'intérêt étaient négatifs, qui déjà conceptuellement est quand même un exercice compliqué. Encore une fois, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent pour en emprunter. Et maintenant, ils sont redevenus positifs. Donc tout ça, c'est des challenges qui ont impliqué énormément de volatilité. Donc ça, c'est la première chose. Si on rajoute par-dessus une crise bancaire, alors aux États-Unis, un certain nombre de petites banques ont fait faillite. On a vu un grand acteur de marché, Crédit Suisse, qui a disparu un petit peu du jour au lendemain. Tout ça crée des périodes de volatilité auxquelles on doit s'adapter. Okay. Alors, non pas que je sois un vétéran, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. En fait, on a toujours eu ces périodes de très forte volatilité. Autant que je me souvienne, j'ai commencé il y a une trentaine d'années, il y avait très régulièrement des crises sur le franc. Ensuite, on a eu... c'est pas la première fois qu'il y a une guerre, non pas aux portes de l'Europe. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu la guerre en Yougoslavie et il y a eu un certain nombre de guerres qui ont entraîné quand même beaucoup de volatilité. On a, si je me souviens bien, à la fin des années 90, on a hedge funds qui a explosé en vol, qui était LTCM. On a eu une crise russe. C'était pas la première des crises russes qu'on a eu. On a eu le boom d'Internet et l'effondrement d'Internet. Tout ça pour on a eu bien évidemment, j'allais l'oublier, le 11 septembre. Tout ça pour déboucher sur la grande crise qui a commencé en 2007. Donc ces périodes de volatilité, on les a toujours eues. Je crois que ce qui est nouveau dans le monde bancaire, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus agile. Alors ça vient sûrement du fait qu'on est beaucoup plus régulé, on est beaucoup mieux capitalisé, et donc ce qui fait que toutes ces périodes à très forte volatilité, on est capable de mieux les absorber. Alors, ce qui s'est fait chez Barclays, mais c'est pas propre à Barclays, c'est que, en fait, on a digitalisé toute la chaîne de production. Donc, on parle toute la journée du trading électronique, mais c'est bien plus que ça qui a été fait. Tous, on a dû revoir toute la chaîne de production et digitaliser. Alors, ce qui se passe, c'est que tout ça s'est fait avec un focus sur le contrôle, sur comment surtout bien contrôler tout ce qu'on fait et surtout pour atténuer tout type de risque.
notre plus grande peur, c'est que dans des périodes de très forte volatilité, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien anticipé et mesuré, et que la volatilité entraînant des pertes importantes. Donc on est obligé d'avoir un focus sur le risque, sur toute la chaîne de production, et c'est bien avant le trading, bien après les règlements et tout ça. On a ces risques qui sont sous-jacents. Bien évidemment, il y a des risques de marché, mais il y a des risques opérationnels, des risques réglementaires, et tout ça, on est obligé de faire extrêmement attention. Je pense que la grande leçon de tout ce qui s'est passé, c'est que on est plus agile. Il y a aussi une leçon qu'il faut bien voir. L'épisode du Covid a été intéressant pour ça. On est capable, en fait, tout a bien marché. On peut voir évidemment tous les problèmes et le verre à moitié vide, mais il faut se rendre compte que les marchés ont fonctionné normalement. Parfois, ils ont été agités, parfois, ils ont été très, très agités. Mais en tout cas, jamais on s'est plaint que ça ne marchait pas. Et donc, ce qui prouve bien qu'on est arrivé à un degré de maturité qui fait que voilà, ça devrait continuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant sur ce qu'on a fait. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier à tisser. Simplement, ce qui se passe, c'est que on doit tout le temps, je pense que c'est quelque chose qui n'était pas aussi présent il y a de ça une quinzaine d'années, le contrôle doit être absolument partout, et c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer. Ok. Alors là, on a évoqué peut-être des événements qu'on pourrait qualifier de conjoncturels. Il y a un autre événement peut-être qui est un peu plus structurel, qui est le Brexit. Bien sûr. Est-ce que ça a eu des incidences finalement sur la gestion, la stratégie de Barclays, et comment est-ce que vous voyez finalement les marchés financiers en Europe après cela? Alors, d'abord, la première chose, c'est que les peuples sont souverains et on doit évidemment suivre ce qu'ils ont voté. Ça, on peut être triste sur le fait que le Royaume-Uni ait voulu quitter l'Europe, mais c'est une chose. Donc, évidemment, ça a une implication réglementaire qui est tout simplement la perte du passeport de libre prestation de services. Et donc, à partir de là, il faut s'adapter. Alors, moi, je voudrais juste vous rappeler, en fait, l'histoire de Barclays en France. Donc, en fait, pour ceux qui se souviennent, il y en a peu, mais de la Première Guerre mondiale, les Britanniques sont impliqués dans le conflit dès le départ. En fait, dès septembre 14, il y a eu des soldats britanniques. Et il y a une petite banque qui était derrière les soldats britanniques pour tout simplement recevoir la solde des soldats qui étaient payés tous les samedis. C'est une banque qui s'appelait Cox & Co. Et en fait, que Barclays a racheté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, on est arrivé en Europe implicitement comme agent payeur des soldats britanniques. Et voilà, le nom de Barclays a dû arriver au début des années 20, en 1921, je crois. Okay. Et donc, à partir de là, on n'a pas attendu du tout le Brexit pour être sur le territoire. Donc, il y a une longue période où il s'est pas passé grand-chose, mais on était là, qui était plutôt une banque pour quelques particuliers fortunés. À partir du début des années 90, ça s'est accéléré puisqu'on a racheté un réseau qu'on a revendu après par la suite. Et donc moi je suis arrivé en février 96, donc vous voyez il y a un petit moment, beaucoup de gens n'étaient pas nés. Donc on est devenu par exemple spécialiste en valeur du trésor en 1998. Et si je regarde juste sur cet épisode-là, donc on accompagne le trésor français sur ses émissions de dette depuis Pâques 1998, et on a été associé à toutes les innovations financières du Trésor français, que ce soit la création de la dette inflation, de l'inflation française, l'inflation européenne, les premiers titres à 50 ans, les premières OAT vertes. Donc Barclays a participé à tout ça, et voilà. Et donc tout ça s'est fait bien avant le Brexit. Alors il se passe que le Brexit a évidemment obligé un certain nombre de fonctions à s'installer en Europe, ne serait-ce que pour être en accord avec la régulation européenne. Mais le bureau avait déjà commencé à augmenter ses effectifs. Alors, il y a le fait que il y a quelque chose qui est reconnu un petit peu par tout le monde, le fait qu'il y ait des hedge funds qui s'installent à Paris, ils disent tous la même chose, c'est que le pool de talents est extrêmement important en France. Okay, c'est pas à vous que je devrais dire ça. On a des très très bonnes écoles de commerce, de business school, on a de très très grandes écoles d'ingénieurs, et tout le monde le reconnaît. Il y a quand même une très grande tradition de mathématiques, ou en tout cas de choses quantitatives dans ce pays. Il y a des banques où la moitié des desks de dérivés, c'est que des Français, ou en tout cas des gens qui ont fait leurs études en France. Et donc tout ça fait que
la plupart des banques avaient déjà commencé à essayer en tout cas d'avoir des bureaux importants à Paris. Et alors, ce qui se passe, c'est beaucoup les activités de marché qui sont consommateurs de cette population. Et ce qu'on observe, c'est que la plupart des grandes banques ont localisé leur activité de marché en Europe, à Paris. Okay. Donc ça c'est quelque chose qui a évidemment à fonctionner. Et il se passe, c'est que comme ça s'est fait même avant le Covid, comme tout le monde, on fait attention à nos collaborateurs. Et si des collaborateurs, pour des raisons X, Y ou Z, préféraient être dans un pays et que c'était possible d'organiser ça, c'est quelque chose que évidemment qu'on faisait. Ce qui fait que le bureau de Paris a grossi. Alors, encore une fois, le Brexit, c'est une petite partie de la raison, mais il faut remettre juste la France un petit peu dans le paysage européen. Donc on est la deuxième grande puissance européenne. On a quand même une capitalisation boursière qui commence à devenir importante. On doit avoir, après le UK, on doit être le pays en Europe où on a le plus de licornes. Et ce qui fait que la place de Paris était quand même clairement identifiée pour nous comme une place où il fallait investir. Donc vous avez vu qu'on a fait une annonce comme quoi on pourrait même bouger le siège social de Barclays, le bouger en Europe de l'Irlande à la France. C'est juste que le gros de nos activités de marché sont à Paris, et donc ça a juste un sens que notre exco, que notre conseil d'administration soit basé au même endroit où sont tous les risques. Je sais pas si on peut voir, mais légèrement sur ma droite, il y a un building qu'on voit qui est le lease qu'on a, le contrat de location qu'on a signé. C'est un nouveau building qu'on devra avoir durant 1 an, qui va être beaucoup plus grand que celui où on est aujourd'hui. Okay. Et voilà, c'est tout. Donc tout ça fait que le bureau de Paris a grandi, le Brexit étant une des explications, mais n'étant pas la seule. Et donc, en ce sens-là, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues sur finalement sur toute cette dynamique là autour des délocalisations, relocalisations, mais surtout au niveau des professionnels. On entend beaucoup de personnes qui étaient à Londres et qui viennent à Paris. Comment ça se passe aujourd'hui chez Barclays? Est-ce que c'est seulement une délocalisation des gens de Londres à Paris, ou il y a une création aussi de postes? Ah non, mais il y a eu quelques gens qui sont venus de Londres à Paris, mais on embauche beaucoup de gens directement à Paris. Et ça c'est les deux sont faisables, et je pense que d'ailleurs on a embauché une majorité de gens directement à Paris, et c'était pas des gens qu'on a fait venir. Juste, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Si vous regardez le domaine de l'asset management en Europe, si mes souvenirs sont bons, on doit parler de 32 000 milliards, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour toute l'Europe. Le Royaume-Uni doit faire 11-12 là-dedans, donc il en reste grosso modo une vingtaine en Europe continentale, Irlande compris. Sur cette vingtaine, il y en a 5. C'est la France. Donc la France toute seule sur l'Europe continentale en termes d'asset management fait, vous voyez, un quart, avec le plus gros asset manager européen, Amundi, étant basé ici. Donc tout ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ici, et tout ça milite un petit peu dans le même sens. Ok. Alors maintenant on va évoquer avec vous les tendances du secteur bancaire. Donc la première question, c'était comment voyez-vous l'évolution du rôle des banques traditionnelles à l'ère de la fintech et de la blockchain? Alors, il y a évidemment une révolution sur le blockchain. C'est évidemment quelque chose qui va sûrement apporter beaucoup de sécurité, et voilà. Je suis pas sûr que le débat doit être posé en termes de l'un contre l'autre. Okay. On joue pas du tout les mêmes rôles, et on n'apporte pas les mêmes choses. Je pense que, et alors là, Barclays a une longue tradition là-dessus. Je pense que la fintech, ne serait-ce que par leur taille, ils sont beaucoup plus agiles, ils peuvent aller vite sur des projets et s'en retirer.
Nous, c'est quand même un très gros paquebot. Et le faire tourner, c'est quand même c'est assez compliqué. Et donc, moi, la façon dont je vois ça, c'est on doit plutôt collaborer et eux apportant des solutions innovantes que nous, après, on peut industrialiser. Je regardais avant qu'on prépare cette interview, il y a un truc qui est, je sais pas si les gens sont au courant, mais le premier distributeur de billets, ça date pas de 7000 ans, c'est 1967 et c'est dans une agence Barclays au Royaume-Uni. C'est un truc qui est assez dingue. Et se dire que, je pense qu'en 1967, de pouvoir aller dans un distributeur avec une carte, ça devait paraître surréaliste. Et voilà, donc moi j'étais déjà né, donc vous voyez. Et donc tout ça pour dire que toutes ces solutions innovantes, je suis pas convaincu, personne me l'a dit, que ça soit Barclays tout seul de son côté qui a inventé ça. Je pense qu'on a aidé des gens à inventer quelque chose et après ça s'est répandu. Donc je vois plutôt ça. Je vois plutôt le FinTech, banque universelle comme ça, où eux sont plutôt là pour apporter des solutions innovantes. Nous, on est plutôt là pour les aider. Et une fois qu'elle est faite, eux, ils en trouveront d'autres et ainsi de suite. Et la même chose pour l'intelligence artificielle, par exemple? L'intelligence artificielle, elle est déjà partout, en fait. Elle est déjà partout. Chez nous, dès que vous avez une note de frais, vous prenez une photo, ça part dans les systèmes et les expenses sont faites immédiatement. C'est à peine si les assistantes touchent à ça. Et donc cette chose-là, vous voyez, je ne sais pas qui a créé cette appli pour faire nos expenses, mais elle rentre très très rapidement dans nos vies. Et je suis pas convaincu que ça soit aux banques traditionnelles de faire ça, mais c'est plutôt à nous d'aider des fintech qui peuvent vite faire quelque chose, ça marche pas, on fait autre chose et ainsi de suite. Donc il y a une autre tendance finalement dans le secteur bancaire qui n'est pas des moindres, c'est finalement l'enjeu autour du dérèglement climatique. Donc la question est la suivante: comment est-ce que Barclays prend en compte déjà tout d'abord le dérèglement climatique et aussi les normes environnementales aujourd'hui qui s'appliquent et qui apparaissent? Alors incontestablement, la demande de produits sur tout ce qui touche ISG, elle est colossale. On n'en a jamais vu autant, tous les ans il y en a plus. Et en fait, je dirais que maintenant, on est plus confronté à une situation qui est un peu avec deux angles. La demande des clients est forte, ils veulent des produits qui ont un sens en termes d'ISG, mais ils veulent aussi faire du business avec des gens où on a disons qu'on est aligné sur les mêmes ambitions de ce côté-là. Et donc il y a à la fois, il faut avoir le bon produit au bon moment, ça c'est pas facile, mais en tout cas on travaille dessus. Le bon produit au bon moment en étant sûr qu'on fait pas du greenwashing. Donc ça c'est extrêmement clair avec tout ce que ça comporte. Et ensuite on doit démontrer que nos ambitions sont les mêmes que nos clients. Et de ce côté-là, nous dès 2020 on a annoncé qu'on voulait être une banque à empreinte zéro carbone. On a fait une grande annonce l'an dernier sur le fait qu'on financerait alors en anglais on dit des trillions, mais je pense que c'est des billions chez nous, c'est donc 1000 milliards d'ici 2030. Ça fait énormément, entre 23 et 30, ça fait quand même beaucoup d'argent sur des projets liés à la transition ou sur du financement durable. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à avoir, puisqu'on est quand même bien avancé sur l'année 23, on commence à voir où on en est. Et ce qu'on observe, c'est que Barclays Europe, chose que je regarde évidemment, en fait on contribue de façon bien supérieure à notre taille sur ce billion, ne serait-ce que parce que évidemment nos clients sont très avancés sur le sujet. Il y a juste, je peux juste mentionner un trade, c'est public et j'en suis assez fier parce que ça a été fait par les équipes locales. Alors quand je dis locale, c'est vraiment celle de Paris. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Perfecta Energia, qui est en Espagne, qui est en fait le leader du panneau solaire résidentiel. Et en fait, on a titrisé une grosse partie de leurs prêts. Et en fait, eux donc prêtent de l'argent à des ménages espagnols pour installer des panneaux solaires sur les toits des maisons. Et donc nous, on a réussi à titriser ces prêts, sachant que c'est des prêts qui sont assez inhabituels sur le marché espagnol,
parce que c'est des prêts qui sont à 20 ans et qui sont à peu près la durée d'une installation solaire. Et donc, c'était compliqué de financer des prêts qui n'aient pas la même durée que les installations. Donc, on a réussi à faire tout ça. Et alors, je dis un peu sur le ton de la plaisanterie, je pense qu'on a fait le premier ABS solaire européen. Et ça nous a donné beaucoup de visibilité parce que plein de gens sont venus nous voir pour essayer de remonter des projets comme ça. Donc ça, c'est typiquement un projet qui, vous voyez, ça a l'air technique en disant c'est de la titrisation, voilà, c'est un ABS, mais en fait, on va changer la vie des gens, on va faire qu'ils vont utiliser plus l'énergie solaire, notre rôle, c'est d'arriver à trouver des solutions qui aident tout le monde dans ce domaine. Alors maintenant, on va revenir finalement sur l'entité qui est Barclays et évoquer, et vous poser la question des ambitions de Barclays en France. Alors, comme j'en parlais tout à l'heure, donc il se pourrait que le siège social bouge de Dublin à Paris. Nous, notre objectif, il est assez simple. On voudrait gagner des parts de marché, gagner de nouveaux clients. Les clients, quand même, la plupart des clients, quelles que soient nos activités, sont bien couverts maintenant. Vous savez que au bureau de Paris, on a 4 activités principales. On fait ce qu'on appelle du banking, c'est-à-dire c'est toutes les activités qui sont liées soit au conseil, soit à la levée, que ce soit actions ou obligations, et tout ce qui touche au leverage finance. Donc ça, c'est une première activité. Ensuite, on a le corporate banking qui fait un peu la même chose que banking sur des entreprises souvent différentes et avec toute une activité de cash management, une activité sur vendre notre savoir-faire en cash management, qui est aussi importante. On a une petite activité sur private banking où en fait on s'intéresse à des gens plutôt très fortunés ou à des family office, et il y a des activités de marché. Dont je suis responsable et co-responsable. Et donc notre objectif, c'est de continuer à grandir parmi tous ces clients, et voilà. Et donc ça veut dire mieux couvrir les clients, ça veut dire apporter tous les services de Barclays à ses clients, ça veut dire, quand typiquement on mentionnait avant l'ESG, quand il y a des nouvelles demandes, de remonter ça chez nous et essayer de voir comment on peut mieux servir nos clients. Et voilà, donc on n'est pas neuf ici à Paris, comme je vous disais, on est là depuis plus de 100 ans maintenant, mais en tout cas c'est de continuer à croître, à croître avec nos clients. Ok. Alors il y a une autre question aussi que je voulais vous poser, c'est finalement un peu la tendance, on va dire, conjoncturelle. En ce moment, finalement, on a vu cette année une baisse des opérations, des deals, de manière générale. Donc je voulais vous poser la question, comment est-ce que vous voyez finalement l'avenir? Alors, d'abord, il faut juste faire un pas de côté ou un pas en arrière et réfléchir à ce qui vient de se passer. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 ans, on avait des taux négatifs, on vous prêtait de l'argent pour emprunter. On vous donnait de l'argent pour emprunter maintenant. Donc le dernier mouvement de la BCE, on est à 4,25. Donc il est normal que tout le monde ait besoin de réfléchir où on est. Okay, les considérations, vous voyez bien, suite à la guerre en Ukraine, il y a quand même plein de considérations géopolitiques qui ont changé, et je pense que tout le monde a besoin de retrouver ses petits et du calme. L'inflation a été à 10%, elle est repassée à 5%. Il y a tous les gens qui avaient des projets, que ça soit des projets d'émission, des projets de lancement, ils essayent de refaire les calculs pour savoir comment tout ça marche. Alors, en fait, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, c'est que des mandats, on en a pas mal, en fait. Ce qui est difficile, c'est de les exécuter. Il faut trouver des fenêtres de tir où les marchés sont calmes, où les acheteurs sont en même temps que les vendeurs, et tout ça. Et donc notre sujet est plutôt ça. Mais si je regarde à l'échelle de Barclays, je crois qu'on a fait une IPO sur ARM qui est la plus grosse, c'est une boîte de tech UK qui est la plus grosse depuis 3 ans, je pense, ou 2 ans. Je crois qu'il y a eu 3 boîtes de tech qui ont fait des IPO, et je crois qu'on est sur les 3. Et donc, de ce côté-là, ça se porte bien. Et encore une fois, pour moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut un petit peu que la poussière retombe, sachant que on va rentrer dans une période qui, d'après moi, va être assez chahutée. Avec, vous voyez, la BCE a annoncé
on allait se mettre sur un plateau, qu'ils allaient plus bouger les taux. Ça va paraître bizarre de rester sur un plateau avec des taux d'inflation au-dessus de 4, voire 5, alors que le mandat de la BCE, c'est 2. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait encore de la volatilité, parce que tout simplement, il y a des pays qui voudront absolument ramener le taux d'inflation à 2 ou en dessous de 2, avec tout ce que ça veut dire de continuer à remonter les taux. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats à l'intérieur du Conseil des gouverneurs. Je pense qu'il y a aussi le fait que, pour la première fois, la politique monétaire et la politique budgétaire ne vont pas dans le même sens. Okay, donc, alors, on commence à voir un certain nombre d'États qui commencent à dire que peut-être qu'on va peut-être pas faire de l'austérité, mais peut-être qu'il va falloir se calmer quand même sur la dépense publique. Mais il est certain que si demain matin les faucons de la BCE disent il faut continuer à monter les taux pour baisser l'inflation, il va y avoir une réaction des politiques et tout ça. Et donc, je pense la période de turbulence n'est pas terminée, mais en tout cas, pour arriver à sortir des mandats et ce genre de choses, en tout cas à les exécuter, puisque souvent on les a, il faut qu'il y ait un peu de calme. Encore une fois, je regarde ça un peu avec les yeux d'un vétéran, cette période de remontée des taux, c'est quelque chose qui est inédit, qui a surpris tout le monde. Tout le monde se doutait bien que les taux allaient remonter aussi vite. Il y a peu de gens qui auraient pu le parier. Et parallèlement, finalement, à cette dynamique-là, est-ce que vous voyez quand même des marchés émergents, des secteurs d'avenir? Alors, évidemment, il y a toujours des secteurs d'avenir. Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer sur le long terme les effets de la démographie. Donc, il y a un pays qui était le moteur de la croissance mondiale, la Chine. On sait, on le voit, que sa démographie va jouer contre elle. Il y a un autre pays qui, au contraire, a une démographie galopante, qui est un pays où on est plutôt éduqué, il y a des problèmes d'inégalité, mais voilà, qui est l'Inde. Simplement, vous vous retrouvez avec un pays qui est très cher, puisque tout le monde a observé ça. Et sachant qu'il ne faut pas oublier, ça nous ramène à toutes les questions de géopolitique, c'est un pays avec encore des contrôles des capitaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter, vendre comme vous pouvez, vous avez envie de le faire, sachant que c'est très très cher. Après, si vous pensez, tant qu'on en reste sur de la démographie, il y a un pays comme le Nigeria qui bientôt aura plus d'habitants, on le sait, que les États-Unis. C'est un pays qui est riche en pétrole. C'est un pays qui doit se structurer. Voilà. Donc vous avez tous ces pays, que ça soit l'Angola, le Ghana, le Nigeria, qui sont riches en matières premières. Et en fait, ils ont besoin de se structurer. Ce qui est assez intéressant, votre première question touche à la politique. Il y a des pays, vous voyez, où il y a un manque de consensus. Il y a des pays qui sont riches. Vous prenez un pays comme l'Argentine, dans l'absolu, c'est un pays qui est riche. Ils ont tout ce qu'il faut pour être un pays riche. Et il y a un manque de consensus politique sur faire des réformes structurelles. Et ce qui fait que c'est un pays qui est quand même assez souvent en défaut. Et donc, je pense que les pays émergents, le rôle du politique doit être regardé au microscope électronique, mais il y a pas mal de pays qui sont sûrement à regarder de près, oui. Donc maintenant, on va passer à votre parcours. La grande question, c'est finalement comment on fait pour finir CEO France chez Barclays. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas si c'est finir le terme. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance. Si je peux me permettre, j'ai toujours fait ce que j'ai aimé, en fait. Et j'ai fait différents métiers. Donc mon premier métier, donc j'ai fait des études d'économie et de mathématiques. Ensuite, j'ai été à l'ENSAE, où je suis rentré à l'ENSAE parce que en fait, je voulais faire de la macroéconomie. Et j'en suis sorti où j'ai fait en fait de la microéconométrie. Au milieu, donc on est à la fin des années 80, et en fait, c'est un moment où d'abord la puissance de calcul des ordinateurs augmente fortement, et il y a une espèce de révolution dans le monde de l'économétrie, qui est que tout simplement on est capable d'analyser des enquêtes où on va poser 250 questions durant 10 ans à 14 000 personnes, et en fait on est capable d'analyser des réponses qui sont pas continues mais des réponses discrètes, 1, 2 ou blanc rouge, ou je suis vivant, je suis mort, voilà, et d'un seul coup on peut s'intéresser à des problèmes microéconomiques et on peut arriver à les modéliser. Moi j'étais très intéressé à cette époque-là
par la sociologie, par essayer de bien comprendre les comportements individuels, la théorie des jeux. Et donc je trouvais que c'était extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, la Banque mondiale a débarqué un jour à l'ENSAE et a dit on cherche un francophone qui serait intéressé par tout ce qui touche à la microéconométrie. On n'était pas beaucoup à l'époque. Moi, j'étais très fier à la sortie de mes études d'avoir échappé à tous les cours de finance. Et donc, je suis parti à la Banque mondiale où j'ai fait de la recherche en économétrie. Et donc, encore une fois, sur des données individuelles. Et c'était juste totalement extraordinaire. C'est une expérience. Deux bureaux du mien, il y avait Bella Balassa. L'étage au-dessus, il y avait Stanley Fischer. Est arrivé un consultant quand j'étais là-bas qui était Angus Deaton, qui après a eu le prix Nobel. Et on était en réunion avec ces gens, ils vous écoutaient. C'était une expérience extraordinaire après mes études. Au bout d'un moment, avec mon épouse, on a voulu rentrer en France. Et j'ai cherché. En fait, durant un moment, j'avais pensé être universitaire. Et j'ai rencontré vraiment tout à fait par hasard, dans la rue, celui qui avait été mon prof d'économie à l'ENSAE, qui était Patrick Artus, et qui venait de monter un gros service d'études économiques à la Caisse des dépôts, et on faisait de la recherche, et voilà. Et il m'a demandé si je voulais être l'économiste de France. Et à l'époque, donc on est au début des années 90, la Caisse des dépôts a un rôle central dans les marchés financiers en France. Et donc j'ai dit oui, et donc voilà, je parlais plutôt pas mal l'anglais, et c'était un peu l'explosion du marché aussi bien action qu'obligataire à la Caisse des dépôts, et on a commencé à me demander de plus en plus d'aller avec les vendeurs, parcourir le monde, d'aller présenter ce qui se passait sur l'économie française. Alors c'était bien avant l'euro, on avait des crises sur le franc à peu près tous les 3 mois, et j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui se posaient beaucoup de questions sur comment ça marche cette chose. Et est-ce qu'un jour ils vont vraiment s'allier avec les Allemands? C'était peu de temps après la réunification allemande. Il y avait plein de questions sur comment ça marche l'Europe. Et voilà, jusqu'au jour où un gars est venu me voir et il m'a dit t'as jamais pensé être trader? Et je lui ai dit non, jamais. Mais je savais pas comment ça marchait. Et il m'a dit il y a un nouveau produit, c'est un peu matheux, il va falloir faire des études avant de le lancer. C'était le marché des zéro coupons sur la dette de l'État, le marché des strips. Est-ce que ça t'intéresse? Et je commençais un peu, vous voyez, je commençais un peu à en avoir marre, si je peux me permettre, de faire l'économie, puisque je me retrouvais toujours à faire des présentations. Je crois que ma dernière année d'économie, j'ai dû présenter l'économie française 250 fois. Et donc, au bout d'un moment, je voulais faire autre chose. Et donc, c'est arrivé, j'ai commencé. En fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y a un petit côté, chacun est responsable de sa petite entreprise, mais on est obligé de travailler tous ensemble. Il y avait évidemment, on se doit d'être bon, puisqu'on a un PNL à flasher tous les soirs. On doit rester dans une enveloppe de risque. Alors à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et en plus, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était un nouveau produit. C'était un produit où j'avais à traiter du 3 mois au vrai 30 ans, okay. Et puisque c'était des durations longues, et où il y avait tout à faire, tout à expliquer. Il fallait voir les clients, il fallait voir les vendeurs pour leur expliquer. Il y avait un côté... il fallait enseigner. Ouais, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait ça un petit moment. La même personne qui m'avait demandé si je voulais devenir trader est venue me voir un jour et me dit « Mais t'as jamais pensé aller dans une banque anglaise ?» Je lui dis « Non, tu vas plus loin. » Il m'a dit « Je vais partir chez BZW. Le B de BZW étant Barclays. Okay. » Et donc, je l'ai suivi. Et donc moi j'ai vécu tout ça. Donc là on est en février 96 chez BZW on était 2500 alors que maintenant on est 25 000. Donc j'ai vécu toute cette aventure de devenir SVT, de voir tous les produits. Donc j'ai fait du trading quand l'euro est né en fin 98, début 99. Moi j'avais déjà vécu à l'étranger, j'avais pas très envie de partir. Je venais d'avoir ma fille et tout ça. Et donc en fait j'ai dit que je voulais rester à Paris. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, j'ai eu encore une chance incroyable, c'est l'année d'avant,
c'est qu'un nouveau marché est né, qui était le marché de la dette indexée sur l'inflation. Et j'ai beaucoup œuvré et travaillé, écrit sur ce marché. Mais bon, j'avais plus très envie de faire du trading. Et on m'a demandé si je voulais devenir vendeur. Et on m'a demandé, il y avait juste un compte, il fallait que je continue de m'occuper, qui était le Trésor français, puisque je les connaissais assez bien. Et donc voilà. Et donc je suis devenu vendeur. Un jour, on m'a demandé si je voulais prendre la responsabilité d'une équipe, 2 équipes, 3 équipes. Après, j'ai eu de la chance sur le fait que je vous rappelle qu'en 2008, Barclays a racheté Lehman, dans la faillite de Lehman. Et il y avait tout un business qu'on faisait pas, qui était le single name equity. Et je vous avoue que je n'avais aucune idée de comment tout ce marché pouvait marcher. Et donc est arrivée une franchise. Lehman, c'est une franchise extraordinaire là-bas. Et donc j'ai appris évidemment avec tout le monde. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, on a vendu le retail, les agences Barclays à un fonds de private equity à NACAP. Et là, il a fallu chercher un CEO. Et on m'a demandé, Raoul, est-ce que ça t'intéresse d'être le CEO de la banque? Et je connaissais pas mal le régulateur, parce que j'avais quand même souvent affaire à eux. Et j'ai dit pourquoi pas, c'était assez intéressant. Et voilà comment on se retrouve un jour CEO d'une banque. Tout ça n'est pas du tout prévu. Je crois que le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime. Il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. En fait, les choses sont plutôt venues parce que il faut s'intéresser à ce que fait le gars d'à côté, est-ce qu'on peut l'aider, et il y a toute cette convivialité à garder, et c'est comme ça que les choses viennent en fait. Ouais, non, c'est super. Enfin, ce qui est surprenant et ce qui est comment dire, motivant, c'est que vous avez tout fait, vous avez tout vu. Et donc voilà, moi en tant qu'étudiant, et même je parle pour beaucoup d'étudiants, qu'est-ce que vous avez préféré? Franchement, tout ce que j'ai fait, j'ai aimé. Que ça soit de faire de la recherche, de l'économie, d'être dans une salle de marché, j'ai tout aimé. Il y a un moment, il faut juste se dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Okay. Il faut aller voir d'autres choses. Il faut pas avoir peur de proposer ou de dire tiens ça m'intéresse, et ça va pas se faire tout de suite, et voilà, il faut rester curieux. Il faut surtout s'intéresser aux gens qui font le métier aux gens qui font le métier d'à côté. Et j'encourage, ici on fait assez régulièrement des petits déj pour les jeunes et tout ça, pour qu'ils se parlent. On fait des drinks le soir pour que les gens se parlent. Il y a pas mal de banques où il y a des silos qui sont extrêmement importants et les gens ne se parlent jamais. Et vous pouvez avoir des situations où les gens n'ont aucune idée de ce que fait le gars qui est assis derrière vous. Et donc ça, évidemment, il faut lutter contre ça. Il faut pas avoir peur de transférer les gens, les faire changer de métier. Moi, j'ai transféré beaucoup. On a formé beaucoup de gens au bureau de Paris qu'on a ensuite exporté, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Un des trucs dont je suis le plus fier, on avait exporté un de nos jeunes qui était parti sur un desk à New York. Ils avaient mis très très longtemps avant de répondre qu'ils le prenaient. Et un jour, je trouvais que ça avait pris trop de temps. J'ai appelé les responsables du bureau de New York en disant bon, soit vous dites oui, soit vous dites non, mais on passe à autre chose. Et les gars m'avaient dit Raoul, on voudrait juste savoir si le clonage est autorisé en France, parce qu'on aimerait bien en avoir 2 comme lui. Je dis non, j'en ai qu'un à vous donner. Et donc tout ça fait que tout ça c'est extrêmement gratifiant quand vous formez des gens et qu'après ils prennent leur envol et tout ça. Et donc moi le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est surtout rester ouvert, surtout soyez curieux, surtout n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, et les choses se font de même en fait. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore évoqué, c'est finalement aussi, et je ne sais pas si on peut parler de ça, oui, je pense que c'est professionnel, mais vous êtes aussi enseignant, vous enseignez. Et donc, qu'est-ce que vous enseignez et finalement quel rapport ça a avec peut-être votre tous les jours chez Barclays France? Alors, donc je donne un cours avec des collègues de Barclays de marché financier 2 dans le master finance et stratégie à Sciences Po. Moi, j'avais enseigné déjà à Sciences Po au milieu des années 90 et j'ai financé une partie de mes études en étant chargé de TD à Paris 1. Et donc, j'ai un peu une tradition enseignement. Je vous avoue que je viens d'une famille, c'est un peu une secte, ils sont tous instituteurs. Mon frère, sa femme, mes parents, ma nièce est en train de devenir prof de philo. Et donc, oui, c'est un peu. Ouais, vous êtes vraiment c'est un peu dans nos gènes. Et tout ça pour dire, je pense que c'est important d'enseigner. D'abord parce que je pense que si je suis à l'endroit où je suis, c'est uniquement grâce au système scolaire. On peut
régulièrement, il y a cette espèce de bashing sur le système éducatif français, mais moi, je pourrais vous parler des heures de mon prof de maths de 4e, je pourrais vous parler c'est quelqu'un qui m'a fait adorer les mathématiques. Je pourrais vous parler des heures d'une chargée de TD que j'ai eue en licence, qui m'a fait aimer l'économie. D'un seul coup, j'ai compris énormément de choses. Et donc tout ça pour vous dire que si on n'a pas ce système, d'après moi, ça marche pas. Donc je pense que tous, on devrait rendre une partie au système, une partie de ce qu'il nous a donné. Donc on devrait en partie renvoyer l'ascenseur. Alors le fait d'enseigner, d'abord, ça vous oblige d'être au clair. Ok ? Vous pouvez être sûr que si vous allez enseigner quelque chose et que c'est pas très clair dans votre tête, c'est absolument certain que quelqu'un va lever la main et va vous dire, monsieur, vous pouvez réexpliquer ça, qui est juste le truc où c'est pas clair dans votre tête. Donc ça vous oblige à être clair. Ça vous oblige à parler sujet, verbe, complément d'objet direct en français et sans tout le verbiage qu'il y a autour. Et vous voyez, par exemple, juste un exemple, j'ai participé beaucoup aux embauches d'économistes parce que j'ai fait ce métier. Et la première chose que je regarde souvent dans les CV des économistes, c'est est-ce qu'ils enseignent? Ou est-ce qu'ils ont enseigné? Ça montre qu'ils sont capables d'expliquer clairement. Ouais. Ceux qui n'ont jamais fait aucun enseignement, j'ai parfois, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais j'ai parfois des doutes. Okay. Je pense que c'est important d'être capable d'expliquer clairement. Donc il y a ça. En plus, il y a un autre sujet. Vous voyez, j'étais à la fac et après dans une grande école. Donc j'ai plutôt fait des études longues. Et un jour, je me suis rendu compte en réfléchissant à ça que je pense que je n'ai jamais eu de toute ma scolarité quelqu'un qui travaillait dans le privé en face de moi. J'ai eu des administrateurs de l'INSEE, j'ai eu des universitaires, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui venait d'une entreprise privée et qui nous expliquait comment ça marche. C'est très américain ça d'ailleurs. Je sais pas si c'est américain, mais le fait que des gens viennent expliquer comment ça marche, notre cours sur les marchés financiers, c'est un cours, non pas un cours théorique, sur comment ça marche en vrai. Pourquoi on a besoin d'un contrat pour faire ça? Qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas? Et donc c'est ça l'objectif du cours. Et je pense que c'est assez important d'aller tout ça. Moi, le cours, il est le vendredi à 8h, donc c'est un peu dur. Les étudiants me détestent. Mais moi, je sais que si je commence ma journée par le cours, je le ferai. Autrement, j'aurais toujours une bonne raison d'annuler et tout ça. Donc tous les étudiants me détestent à cause de l'horaire. Mais j'espère en tout cas leur passer un message sur comment ça marche les marchés financiers. Et donc, on a évoqué votre carrière professionnelle. Il y a aussi, on va dire, une carrière peut-être, on va dire, plus sociale. Donc, vous êtes à la tête de plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer aussi pourquoi? Alors, avec mon épouse, on est très très impliqués sur tout ce qui touche à l'égalité des chances. Et donc on faisait ça même avant de participer au monde associatif. Ce qu'on rencontre, c'est déjà le constat, c'est qu'il me paraît absolument anormal et délirant qu'un enfant qui naisse du mauvais côté de la route ait pas du tout les mêmes chances que celui qui est né de l'autre côté. Donc ça, c'est le constat. Et le fait que, encore une fois, on parlait il y a 30 secondes du système éducatif, il semblerait quand même que l'ascenseur social soit cassé quelque part. Et donc une fois qu'on a constaté ça, on peut se plaindre, on peut dire je veux changer le gouvernement, on peut dire l'éducation nationale ça marche pas, ou on peut faire des choses. Et donc avec mon épouse, on a monté pas mal de petits projets. Il y a des coups, il suffit de rien. Vous pouvez aller via une assoce parler dans un lycée, vous pouvez aller rencontrer par hasard des profs en disant mais moi je peux aller parler de ça très simplement. On se rend compte qu'il y a une demande qui est assez importante de la part de ces professionnels de l'éducation pour des gens qui viennent raconter les choses différemment, que ça soit d'ailleurs l'accès à l'éducation, que ça soit l'accès à la culture, que ça soit l'accès aux soins, aux papiers et ce genre de choses. Donc en fait, à travers tout ça, j'ai été en contact d'associations qui s'occupaient d'enfants qui avaient des problèmes de santé. Alors, il faut bien voir que maintenant, c'est souvent des populations qui sont migrantes. Et en les aidant, ils m'ont demandé ce que je voulais rentrer dans leur conseil d'administration, ce que j'ai fait. Mais c'est toujours la même idée. L'idée, c'est faire que ces enfants aient les mêmes chances que les autres. Et qu'en tout cas, ils puissent se battre avec les mêmes armes pour essayer de s'en sortir. Alors, donc ça, c'est typiquement Dessine-moi un mouton. Après, je participe à d'autres associations comme Papoto ou comme Crise Cancer, parce que tout simplement, le cancer,
on connaît tous des gens qui sont atteints par le cancer. La recherche a fait énormément de progrès et on est sûrement pas très très loin on est souvent pas très loin de découvertes majeures et c'est quand même dommage qu'on perde du temps. Et voilà, et Papoto c'est quelque chose qui est différent. Papoto, l'idée est plus de donner on parle à des populations qui sont souvent loin de leur famille et qui n'ont pas les clés sur comment on fait les clés de la parentalité. Okay. Et donc en fait, on finance des vidéos qu'on va présenter à des populations qui sont souvent un peu sous le radar de la protection sociale. Et c'est des vidéos que vous regardez sur un téléphone portable et qui sont traduites dans des langues que ni vous ni moi ne parlons et où tout simplement on va apprendre à qui pour nous paraissent des choses totalement évidentes et qui pour d'autres le sont pas. Et donc ça, on se rend compte que ça a un impact direct, réel sur l'éducation et sur les enfants et sur la façon dont ils interagissent après. Donc maintenant on passe à la dernière partie de l'interview qui est une fois à question. Ouais. Donc c'est des questions qui ont été récoltées en amont et qui ont été posées par des étudiants des grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs, vous évoquiez d'écoles de management. Donc la première question finalement c'est quel conseil vous donneriez à un étudiant qui veut entrer dans le secteur de la finance? Alors moi je dirais d'être naturel, de faire ce que vous aimez, d'expliquer ce que vous aimez. Moi, vous voyez, quand j'ai un étudiant qui va me voir et qui me dit quand il avait 14 ans, il gérait le portefeuille financier de ses parents, moi ça me fait plutôt peur. Je m'attends plus à 14 ans qu'on aime le foot, la natation, sortir avec ses potes et le cinéma. Et donc voilà, d'être naturel. Ça sert à rien d'inventer des choses qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, quelqu'un d'à 14 ans qui est intéressé par l'argent, ça me fait plutôt peur. Ok, donc nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient ouverts, qui soient curieux, s'ils nous parlent d'un sujet, qu'ils aient réfléchi au sujet et ce genre de choses. C'est un peu comme ça. Évidemment, il faut avoir fait les bonnes études. Évidemment, il faut avoir envie de travailler. Mais c'est un peu ça qu'on regarde. Et il faut pas avoir peur de temps en temps se mettre à risque. Il faut pas prendre des risques qui sont inconsidérés. Mais il faut pas avoir peur. Si je regarde j'ai eu beaucoup de stagiaires, vous vous doutez bien. Alors, assez bizarrement, il y en a encore un certain nombre qui travaillent avec nous. Tous, c'était plutôt des gars qui étaient humbles, des gars ou des filles d'ailleurs, qui étaient humbles, mais qui étaient capables de rien prendre comme donné, en fait. Ils étaient capables de remettre en question tout ce qu'on leur disait en disant, travaille là-dessus. Et en fait, ils posaient des questions sur la question. Et souvent, c'était de très bonnes questions. Souvent, c'était des choses sur lesquelles on n'avait pas réfléchi. Et donc, ça, c'est assez sympathique de trouver des stagiaires comme ça. Et encore une fois, je pense à plusieurs qui sont encore chez nous. Certains sont plus chez nous, mais ils ont eu à chaque fois, ils nous ont tous marqués pour ça. Donc comme on l'a vu, vous avez aussi une carrière très très variée, très diversifiée. Vous avez vu beaucoup de postes. Quel conseil vous donnerez à un étudiant qui veut aussi avoir une carrière aussi variée? Alors, moi, mon conseil, ça sert à rien de demander les choses. Il faut juste dire. Moi, je me souviens de mon entretien d'embauche chez Patrick Artus. Je lui avais dit, Patrick, je ne pense pas que j'aurais envie d'être économiste toute ma vie. Et en fait, cette proposition qu'on m'a faite après, elle n'est pas du tout venue de Patrick, mais je pense que dans la tête des gens, c'était clair que je serais économiste qu'à un moment. Donc il faut être curieux, bien évidemment. Il faut s'intéresser à ce que font les autres. Il faut être capable de donner son avis tout en restant humble. Et c'est uniquement en étant curieux et montrant que vous êtes ouvert que les propositions arriveront et on vous demandera. Et en fait, ça paraît assez simple quand on regarde l'histoire backward, mais en arrière. Mais moi, j'ai l'impression que même si j'ai fait plein de métiers, que tout ça est dans la même continuité. Et alors que, vous voyez, partir du trading sur les strips et de finir CEO de la banque, ça paraît assez étrange. Mais les choses se sont faites à chaque fois. Il n'y a jamais eu de cassure comme ça. On a plein de gens ici qui ont changé de métier. C'est quelque chose, on est assez ouvert. Simplement, il faut pas jamais aller voir en disant je veux changer, je veux que ça soit demain matin. Okay, donc ça peut pas marcher. On est des grosses structures, ça a des implications humaines quand on bouge les gens et voilà. Et donc on a régulièrement des gens qui changent de métier. Je pense la responsable de DCM ici, donc Debt Capital Market, est devenue responsable de tout ce qui touche titrisation en Europe. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça.
je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis devenu CEO, il y a les deux représentants légaux en France, c'est souvent le CEO et le secrétaire général ou le COO. Quand je suis devenu CEO, moi j'y connaissais pas grand chose quand même, et donc on avait un COO qui était là depuis longtemps. Et il m'a dit, Raoul, je te dis tout de suite, j'adore travailler avec toi, mais je prends ma retraite dans 1 an. Je lui dis, non, tu peux pas me faire ça, j'ai besoin de toi. Il me dit, t'as 1 an, Raoul, pour trouver. Je vais t'accompagner durant 1 an, mais j'ai décidé de prendre ma retraite, c'est prévu. Bon. Donc je pense que j'ai interviewé tous les COO de banques à Paris. Et franchement, je trouvais pas ce que je cherchais, et j'avais l'impression que ça pourrait pas marcher. Et un jour, en discutant avec quelqu'un du bureau, il m'a dit mais pourquoi tu penses pas à cette jeune femme, une jeune femme, et c'était une vendeuse equity. Et j'ai commencé par hasard à discuter avec elle, et elle était directeur, elle avait fait ça depuis longtemps, et j'ai commencé à lui en parler, et elle m'a dit mais j'ai jamais fait ça. Et je lui ai dit mais j'ai jamais été CEO moi avant. Donc. Et voilà, et c'est devenu notre CEO. Et à aucun moment je regrette ce choix. Elle est juste parfaite pour ce qu'elle fait. Et donc, vous voyez, il y a des coups, on n'y pense pas, et en réfléchissant, évidemment, les idées viennent. Jamais elle m'avait dit qu'elle voulait devenir CEO. C'est doucement en discutant tous les deux, est-ce que ça peut marcher? Ouais. Après, je l'ai présenté à tous les gens qui étaient décisionnaires chez nous, et à la fin, tout le monde est revenu en disant évidemment, évidemment. Et donc elle est devenue depuis managing director, et voilà. Et donc je crois qu'il faut juste rester ouvert et puis expliquer aux gens. Après, vous pouvez dire simplement que il y a un moment vous avez envie de sortir de votre zone de confort, ouais. Soit on vous donne plus de responsabilités, soit on regarde s'il y a des choses intéressantes à côté, et c'est comme ça que ça se fait. Donc là, on a parlé peut-être de soft skills pour les étudiants. Est-ce qu'il y a aussi des hard skills à avoir, des compétences peut-être plus techniques à avoir dans le secteur financier? C'est sûr que globalement tout devient plus technique, tout devient plus quantitatif. C'est sûr que je pense qu'il y a 20 ans personne ne savait coder, maintenant il y a la moitié des gens qui savent coder, et donc il y a des métiers où là c'est sûr, on va pas prendre un étudiant qui fait du philo pour faire du quantitatif, même si la philo on en a évidemment besoin. Et donc, évidemment, il faut quand même avoir des compétences, voilà. Mais encore une fois, moi je savais pas que les prix et les taux ça allait à l'envers quand j'ai débuté. Donc voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a souvent confiance, dans le fait que vous sortez tous de grandes universités ou de bonnes écoles, sur le fait que vous avez une capacité de travail, une capacité de vous adapter. Alors, il y a un sujet qui est assez intéressant, en tout cas dans les banques anglo-saxonnes, qui est que le fait que vous voyez, à l'instant où vous êtes rentré, on a quasiment oublié de quelle école vous venez. Et il se passe, c'est qu'on est un certain nombre à savoir, mais vous êtes mis avec tous les autres, et le fait que vous ayez fait une grande école française, c'est pas qu'on s'en fout, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est à vous de bosser maintenant, et c'est à vous de montrer que vous êtes bon. Ok. Et alors, il y a des banques françaises où c'est super important. Nous, c'est pas important du tout. Ouais. Ok. On va dire, là, ça fait une bonne transition parce que vous parlez de différence, et là, je voulais évoquer la diversité. Qu'est-ce que vous pensez, enfin finalement, qu'est-ce que déjà Barclays met en place, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un sujet qui évidemment, vous doutez bien, je vous ai parlé sur l'égalité des chances, c'est évidemment un sujet qui m'est cher. Alors, il y a évidemment la diversité en termes de genre. Quand j'ai débuté, il y avait quasiment pas de filles dans ce business. Alors je dis pas qu'on a réglé le problème, mais il y en a un petit peu plus, même si on est très très loin de ce qu'on devrait obtenir. Ça, on doit travailler là-dessus. Donc je vous parlais de cette collègue. Donc je suis très fier. On est le représentant légaux de Barclays. On est une fille, un garçon. La moitié de mon country management forum, plus de la moitié, il est féminin. Okay. Et donc il y a un moment, on est obligé, on se pose pas de questions, on est un peu obligé de forcer cette diversité. Alors il y a des choses aussi. Alors d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que les écoles ont aussi changé. Elles essayent de promouvoir plus de diversité. L'autre jour, on embauchait, il n'y a pas très longtemps, on embauchait un trader. C'est une fille qui était tradeuse qui était chargée d'embaucher. Elle m'a dit, Raoul, je suis catastrophé, j'ai reçu 30 CV, il y a 3 filles, 27 garçons. Et il y a le fait que les gens, parfois, s'auto-censurent.
Donc ça c'est un premier angle. Le deuxième angle, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est que tout le monde ne vienne pas de la même école, que tout le monde n'ait pas les mêmes origines et tout ça. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est sur les origines socioculturelles. Et alors, il se passe c'est que les écoles ont pas mal changé déjà. Vous voyez, donc on parlait de Sciences Po sur les conventions d'éducation prioritaire, mais il y a d'autres grandes écoles qui ont fait la même chose, ce qui fait que on a un public qui est sûrement plus mélangé maintenant que c'était il y a 20 ans. Donc ça c'est bien, mais ça n'empêche que il faut que tout le monde essaye. Et moi, j'ai été régulièrement dans des lycées leur expliquer. J'ai été il y a pas très longtemps au lycée Colbert dans le 10e, à côté de la gare du Nord, leur expliquer ce que c'était qu'une banque d'investissement. Bien évidemment, ils sont jeunes pour voir ce que c'est, mais leur dire, mais surtout osez, essayez. Peut-être que vous allez rater, c'est pas grave. Il faut essayer. Ok. Et donc ça c'est important. Alors chez Barclays, on a pas mal on a différents axes sur ce qu'on appelle le citizenship, hein. Et donc il y a des axes sur le fait que on se rend compte que pas mal de gens n'osent pas parler de leurs origines en pensant que ça pourrait les en tout cas les handicaper. Il faut au contraire être à l'aise avec ce sujet-là. Alors, je vous dis pas que j'étais à l'aise il y a 20 ans avec ce sujet-là. Maintenant, je suis super à l'aise sur ces choses-là. Et donc il y a ça, il y a un truc qui est même de parler, vous voyez, de citizenship. Je suis pas sûr que dans toutes les banques d'investissement, on en parlait avant. On fait très régulièrement ce qu'on appelle des citizenship events ici. Donc on a un certain nombre de partenariats avec une association qui s'occupe de femmes migrantes, une association qui s'occupe d'étudiants qui viennent plutôt de quartiers un petit peu difficiles, où on fait des faux entretiens, on essaye de les aider. Et ce que j'observe, c'est que donc on a besoin de volontaires pour faire ces ateliers, et on a toujours trop de volontaires. Et donc on est dans cette situation où assez régulièrement on dit à des collaborateurs, non, tu l'as fait la dernière fois, tu dois laisser ta place. Et on a même cette situation où, puisqu'on a pas mal de gens qui parlent pas le français, on a à peu près un tiers, un petit peu moins d'un tiers des gens qui parlent pas le français. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant, mais moi j'aimerais bien participer, mais je ne peux le faire qu'en anglais. Et donc il y a toute cette mayonnaise en fait qui prend, où en fait, vous voyez, quand vous avez aidé une femme migrante à préparer un entretien qui va peut-être changer sa vie, vous rentrez à la maison le soir, vous dites, j'ai fait un truc sympa aujourd'hui quand même. Et donc tout ça, en tout cas, tout ça milite pour qu'on ait des gens qui aient des parcours différents, qui aient des origines différentes, et voilà. Et donc ça, c'est évidemment un sujet, on est extrêmement attaché à ça. Donc l'interview touche à sa fin, et on a coutume dans mon podcast finalement de laisser le mot de la fin à l'invité. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez évoquer? Alors moi, il y a deux choses que je voudrais dire. Il y a un livre qu'il faut que tout le monde lise, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est l'Europe. Okay, on pense toujours que c'est un truc qui marche pas. Quand je regarde comment c'était il y a 30 ans, est-ce que c'est aujourd'hui, ça marche et ça avance. Ça avance avec des soubresauts, avec parfois lentement. Mais en tout cas, ça avance. On a quand même une monnaie commune, une dette commune maintenant et tout ça. Et donc, il y a un livre qu'il faut absolument lire, qui s'appelle Le Monde d'hier de Stefan Zweig, qui est un livre extraordinaire sur le parcours d'un intellectuel avant les deux grandes guerres mondiales, et qui raconte cet âge d'or européen. Et quand vous lisez ce livre, vous comprenez ce que c'est que d'être européen. C'est un livre extrêmement fort. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc j'ai un peu réfléchi à ce que vous venez de me demander. Et il y a un livre qui, pour moi, qui m'avait beaucoup marqué, et encore une fois, sans aucune prétention, qui est Les mots de Jean-Paul Sartre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Jean-Paul Sartre essaye d'expliquer pourquoi et comment il est devenu écrivain. Et encore une fois, je ne me prends pas du tout pour Jean-Paul Sartre. Et le livre se finit par une phrase qui est juste magnifique, qui est « Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. » Je trouve que c'est la plus belle phrase qui remet tout le monde à sa place. Très bien, merci beaucoup. Merci.